Je voudrais ici vous parler de la composition architecturale. Le problème, c'est que le terme est assez mal choisi. En effet, quand on parle de composition architecturale, on pense tout de suite à la période du XIXe siècle qui s'étend jusqu'au début du XXe siècle et qui correspond à l'enseignement de l'école des beaux-arts. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de définir quelque chose qui renvoie à l'idée de composition, alors qu'on pourrait peut-être plus naturellement appeler disposition, disposer les éléments de l'architecture dans un projet. Mais si je m'obstine à utiliser le mot composition, c'est parce que c'est un terme plus parlant. Quand on parle de composition, on voit ce à quoi on fait référence, bien qu'encore une fois, ce terme soit ambigu puisqu'il renvoie à quelque chose qui est historiquement daté. Pour faire une théorie de l'architecture, ou essayer d'en définir une, il faut pouvoir s'adresser à l'architecture universelle, quelle que soit son époque, et la question est de pouvoir appliquer le terme de composition à toute l'architecture mondiale, alors qu'on voit bien que cette notion est liée à quelque chose de très important qui s'appelle le projet. Et la notion de projet fluctue au cours du temps. Le projet dans l'architecture antique ou dans l'architecture vernaculaire, l'architecture sans architecte, le projet dans ses instruments de définition, le dessin, la représentation et même en termes épistémologiques, n'est pas toujours le même processus que celui que l'on connaît depuis la Renaissance. Donc, ce terme de composition doit être défini ou redéfini pour pouvoir essayer de s'appliquer à une large gamme d'architectures. Le but est aussi d'y voir clair dans les tendances qui se dessinent actuellement à travers un instrument de lecture que cette analyse peut nous fournir. La notion de composition émerge donc au détriment de la disposition ou de la distribution suite à sa canonisation et sa théorisation par les systèmes de l'école des beaux-arts. On peut définir la composition en architecture comme l'acte de concevoir un bâtiment selon des principes et des règles. On notera que le terme de composition est également employé de façon quasi identique en musique, et encore plus le terme de compositeur, qui désigne celui qui conçoit et écrit de la musique. Et que d'autre part, le mot architecture est employé métaphoriquement pour des agencements, des compositions de toutes sortes, de moment qu'il y règne un certain ordre. Le rapprochement avec la musique, auquel le terme de composition renvoie, ainsi que le caractère fondamentalement non figuratif de ces deux arts, comme quelques citations l'évoquent, telles que celle de Le Corbusier, qui nous dit « Agencer les volumes successifs s'offrant au spectateur passant d'une pièce à une autre, c'est faire ce que fait un musicien quand il ordonne les phrases successives d'une composition musicale. » Ou encore, l'architecture n'est pas un phénomène synchronique mais successif, fait de spectacles s'ajoutant les uns aux autres et se suivant dans le temps et dans l'espace, comme d'ailleurs le fait la musique. Le début d'un enseignement pratique de la composition est dû à Jean-Nicolas Louis Durand, dont l'influence fut décisive sur le destin de l'académisme en architecture. Elle s'exerça essentiellement par son enseignement à l'école polytechnique et à travers son ouvrage intitulé « Précis des leçons d'architecture », publié vers 1805. L'architecture est avant tout pour lui un art de la disposition. Elle en est même l'objet unique, cependant que l'économie des moyens prend figure de critère primordial. L'économie, loin d'être un obstacle à la beauté, dit-il, en est au contraire la source la plus féconde. D'où l'opportunité d'un mécanisme de composition propre à imprimer des conditions de régularité et de simplicité dans la figure du projet. Celui-ci se réduit à un art combinatoire qui instrumente au moyen de formules graphiques sur un espace tramé où gisent préformées un petit nombre de combinaisons horizontales, en fait en plan. L'assujettissement de la distribution à un réseau ramène la pédagogie à des procédés expéditifs conformes aux exigences de l'enseignement polytechnique. Puisqu'il s'agissait de former rapidement des architectes capables de répondre à tout type de programme que la révolution industrielle allait nécessiter. L'école des beaux-arts a donc monopolisé à son profit la notion de composition,
en ramenant toute l'architecture classique à des formules dogmatiques, avec ce genre de plans que vous voyez à l'image, qui sont les projets du concours des Grands Prix de Rome, qui était l'aboutissement de tout le langage architectural de l'école des Beaux-Arts. On peut résumer les fondements de la composition Beaux-Arts, qui est celle de l'académisme, par les traits suivants. La symétrie, qui est en fait la règle de base sacro-sainte de toute composition. La hiérarchisation des espaces, certains étant considérés comme nobles ou d'autres pas. La référence plus ou moins explicite au style du passé et la tendance à l'éclectisme, c'est-à-dire au mélange des époques, néo-roman, néo-gothique, néo-renaissance, néo-byzantin, néo-classique, où un même architecte peut également produire des constructions de styles différents selon ses goûts ou celui du client. Aussi la précision et la profusion des détails architectoniques comme les balustrades, statues, colonnes, guirlandes, pilastres, entre portes et fenêtres, grands escaliers ou emmarchements, grandes arches, la polychromie dans certains cas, et la conception monumentale et grandiose réservée aux grands bâtiments publics et privés. Ici, l'architecture d'un Grand Prix de Rome, pur produit de cette époque, grand style et grand genre. Je citerai cette sentence de Julien Gadet, chargé du cours de théorie à l'École des Beaux-Arts. La symétrie est incontestablement une beauté, il est rare que la composition monumentale puisse y renoncer sans détriment. Pour lutter contre l'académisme, les modernes ont banni de leur discours le terme de composition. Georges Candilis disait « Je ne compose pas, j'organise ». C'est à Louis Kahn que l'on doit d'avoir rétabli la composition dans le vocabulaire de l'architecture, pensée comme une gradation raffinée des espaces, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il faut remarquer néanmoins à quel point, contrairement à la période des Beaux-Arts, l'espace de Kahn, pourtant bâti sur des compositions simples, centrées et axées, est d'une lecture ambiguë. Continuellement, des axes déviants viennent interrompre le processus normal du développement spatial. Nous allons examiner quel a été l'apport des architectes du mouvement moderne dans les modes de composition qui, sans le dire, ont fait progresser l'architecture plus qu'à une autre époque de l'histoire. Mais avant toute chose, il est nécessaire de faire une mise au point sur ce qu'on entend par composition, en particulier avec quoi compose-t-on. En architecture, on trace sur le papier des traits qui représentent tour à tour des tracés géométriques, des murs ou des parois, ou encore des éléments constructifs. Tous ces éléments se transcrivent par des signes, tantôt abstraits ou tantôt concrets. Ce sont en même temps des signes conventionnels, comme les pointillés, ou à l'inverse des représentations homothétiques d'une réalité matérielle. J'ai pour ma part mis en place le concept de figure. Alors, le concept, ça veut dire que théoriser, comme disait Gilles Deleuze, c'est fabriquer des concepts, fabriquer quelque chose qui essaye de rendre compte de la réalité qui est le projet. Donc, composer des figures, c'est composer des éléments qui sont tout à la fois des figures qui relèvent de la géométrie, c'est-à-dire le tracé, qui sont également des figures qui relèvent de l'agencement des espaces, d'organiser les pièces, et tout à la fois également des choses du monde de la construction. Donner de l'épaisseur à une ligne, c'est aussi moduler l'épaisseur d'une réalité concrète. Et ces trois instances s'articulent à travers la notion de figure, qui est en fait une relation entre la forme abstraite, géométrique, non incarnée, la forme architecturale qui commence à nommer les choses comme une paroi, un plan, un écran, une opacité, et la forme construite qui donne une densité physique à la matière, comme le mur, le socle, la cloison, qui sont des choses réelles du monde de la forme. Le concept de figure est aussi porteur de sens. C'est l'interface entre la forme et le sens qui nous donne la signification d'un projet
à travers des postures ou des organisations spatiales élémentaires qui nous font entrer, comprendre le sens profond d'une forme architecturale. À l'aube du XXe siècle, de nouvelles tendances culturelles ont surgi, en particulier à Vienne, qui est la ville de l'expressionnisme et aussi de l'école musicale qu'on a appelée l'école de Vienne, avec des protagonistes comme Arnold Schoenberg, qui ont travaillé sur l'espace entre les notes, sur l'espace du son. Par analogie, on pourrait penser à Adolf Loos, qui lui a travaillé sur l'espace entre les pièces. Et c'est Adolf Loos qui a introduit le concept de Raumplan dans son architecture. Les pièces de ces maisons ont chacune leur disposition spatiale propre. Elles ne sont plus générées en coupe par la succession des étages. L'épaisseur comprise entre deux planchers devient variable. L'ensemble résulte de la complexité d'un système de composition globale élaboré simultanément dans les 3 dimensions. L'articulation des pièces entre elles correspond à une logique de parcours au travers d'un canevas dont les éléments de liaison et d'articulation sont pris dans des jeux de différents niveaux et de demi-niveaux et des multiples escaliers, paliers, demi-volets. On peut schématiser le Raumplan à partir du dessin que vous voyez à l'image, c'est-à-dire à savoir que chaque pièce doit avoir sa juste hauteur sous plafond. Il n'y a aucune raison qu'un WC ait la même hauteur qu'un séjour. Alors ça pose pas de problème quand on est sur un terrain plat de plein pied, mais quand on est dans un volume sur plusieurs niveaux, comme ici dans un cube bien rangé et bien organisé, la superposition de ces volumes pose vite un casse-tête qui peut se résoudre par un algorithme qu'on pourrait appeler justement Raumplan, mais on n'a jamais trouvé trace dans le travail de Loos de cet algorithme. D'ailleurs, Loos, on peut penser qu'il ne travaillait très peu en coupe, c'est plutôt une disposition de résolution en plan qui résulte d'une vision profonde de l'espace. Ainsi, la façade aura son caractère propre, sans recherche de cohérence particulière, même si la lecture unitaire du volume doit en pâtir, la pureté géométrique n'étant pas la préoccupation majeure de Loos. Chaque pièce est une entité spatiale spécifique, dotée de caractéristiques dimensionnelles particulières. Mais les pièces ne constituent pas pour autant les parties individuelles du tout. Les pièces s'ouvrent les unes en direction des autres, de part et d'autre d'ouvertures ménagées dans le plan vertical, comme ici on voit des niches ou des alcôves. La taille et la proportion de ces ouvertures permettent d'en moduler l'espace, de même que la hauteur relative des différents niveaux des sols. Le Raumplan constitue donc un dispositif compositionnel tout à fait spécifique et tout à fait particulier, qui n'avait pas de précédent dans l'histoire de l'architecture, mais qui va devenir un des fondements d'une nouvelle manière de penser l'espace. Mais l'apport le plus remarquable à la composition et le plus connu est sans conteste le plan libre de Le Corbusier. Pour lui, manière d'envisager la composition qui résulte des 5 points d'une architecture nouvelle établie en 1926, à savoir les pilotis, le toit jardin, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en bandeau. Ces dispositions résultent de l'ossature indépendante entre les éléments portants et les murs, et cela renvoie aux 3 rappels énoncés dans Vers une architecture, son rappel à messieurs les architectes, c'est-à-dire le volume qui est l'élément par lequel nos sens perçoivent et mesurent, la surface qui est l'enveloppe du volume et qui peut en anéantir la sensation ou l'amplifier, le plan qui est le générateur du volume et de la surface. Le plan occupe alors le centre du projet, c'est sur lui que repose toute la composition. La section horizontale bidimensionnelle trouve son accomplissement dans le volume. Les poteaux, qui sont en retrait des façades, à l'intérieur du volume, les planchers se poursuivent en porte-à-faux. La trame des poteaux fournit une structure spatiale virtuelle par rapport à laquelle les éléments libres s'inscrivent en contrepoint. Ainsi, les cloisons ventrues, courbes et contre-courbes,
les escaliers, les gaines techniques, les terrasses viennent dessiner des figures à travers la rectitude verticale des colonnes. Les façades libres ne sont plus que des membranes. Le Corbusier arrive ainsi à dissocier l'enveloppe, le squelette et les organes internes de l'édifice. La logique première de la composition étant alors dans la mise en scène de cette dissociation. Vous pouvez voir ici, sur des travaux d'étudiants de première année, la logique du plan libre exprimée de manière extrêmement schématique et simple. À ne pas confondre avec le plan libre, c'est l'espace ouvert. La déconstruction de la boîte, soit la pièce enclose par quatre murs percés de trous, est souvent considérée comme le fruit de l'œuvre de Frank Lloyd Wright, avec la découverte qui en résulte, l'espace ouvert. En 1908, Wright introduit dans le plan de la Robbie House une idée totalement neuve dans la manière de définir et d'articuler les espaces, soit la séquence linéaire du séjour, qui n'est pas tenue par des parois fermées dans les angles, mais qui se définit par des plans horizontaux ouverts. Cette qualité fondamentale de l'espace moderne, en fait la plus vaste et la plus difficile à inventorier, tant les singularités d'approche sont nombreuses, est aussi perceptible dans les travaux des peintres européens comme Theo van Doesburg, en particulier dans les contre-constructions présentées à Paris en 1923 à la galerie Rauschenberg. Ou également avec le projet de maison de campagne en briques de Mies van der Rohe. Dans ce projet et ceux qui vont suivre, les fonctions des différents éléments architecturaux, à savoir clore, porter, couvrir, éclairer, séparer, sont mises en question à travers une totalité fragmentée. Le plan de la maison est scindé par une série de murs discontinus dessinant ces figures en segments, T ou équerres, disposés dans les deux directions orthogonales du plan. Le choix de la brique et de son mode d'appareillage nous donne l'échelle et ancre l'abstraction du plan dans une forme de pseudo-matérialité. Le toit se réduit à une simple plaque qui repose directement sur les murs. Dans les projets ultérieurs, les fonctions de structure et de cloisonnement sont dissociées. Apparaissent alors les poteaux cruciformes. La composition est petit à petit soumise à un ordre géométrique global et continu. Il en résulte un jeu subtil entre les plans parallèles ou perpendiculaires, horizontaux ou verticaux, qui, de par la présence des colonnes, pourraient nous rappeler le plan libre. Comme dans le pavillon de Barcelone ainsi que dans la villa Tugendhat, qui sont des icônes maintes fois commentées, on peut déceler là l'invention d'un dispositif particulier qui se transforme peu à peu en autre chose. À l'autre extrémité des conceptions missiennes, il existe une sensibilité qui rentre dans une catégorie que le regard orthodoxe du modernisme serait incapable de nommer, de commenter ou de penser. C'est les projets d'Alvar Aalto ou d'Hans Scharoun, dans lesquels on trouve d'étonnantes juxtapositions, d'improbables distorsions, mais, à l'inverse d'approches purement organiques, il y a dans ces projets le sentiment de composition organisée, savamment modelée, sans geste aléatoire ni aucun arbitraire, issu d'un processus qui opère tout autant sur l'articulation que sur la simple juxtaposition. Une logique sous-jacente, implicite à défaut d'être manifeste, se laisse souvent entrevoir, c'est là le propre de la déformation, notion par rapport à laquelle une modalité de composition peut être décelée. Alvar Aalto utilise presque exclusivement un seul type de déformation, qui est le pincement. Les formes trapézoïdales ou en éventail sont ses formes de prédilection, et le pincement précède l'éventail, c'est l'expression la plus élémentaire de la déformation. Ici, le pavillon d'Álvaro Siza à l'école d'architecture de Porto, qui illustre la notion de pincement comme principe d'intériorisation et d'inclusion d'un espace extérieur généré par une figure en U. On a vu précédemment, dans l'œuvre de Louis Kahn, le retour d'un archaïsme que le mouvement moderne avait cru dépasser. La juxtaposition, superposition et imbrication du cercle et du carré qui composent des figures centrées. Par le caractère unitaire et l'évidence d'ordre qui s'en dégage, les dispositifs résultant de la fusion de figures élémentaires centrées peuvent être nommés eux-mêmes figures, car leur régularité géométrique est le reflet du principe formel qui leur est associé.
Au-delà de la simple géométrie recouvrant l'apparence de la forme, c'est la figure même de l'organisation, la force de cohésion qui maintient les éléments entre eux et qui fait sens. Ces plans, ici des parlements en Inde, semblent issus de la série des plans d'église de Serlio ou Léonard de Vinci, comme si la composition renouait avec des figures immémorielles de l'architecture. Appliqué à la maison, ce type de figure relève de l'exception, soulignant un caractère d'étrangeté. Mario Botta explique, à propos de sa maison à Stabio, dite la maison ronde, « J'ai imaginé un édifice circulaire fendu le long de son axe nord-sud par une ouverture laissant pénétrer la lumière zénitale. Un volume sur 3 niveaux, une manière de tour, ou plutôt un objet qui tient de lui-même sa définition et sa silhouette. Mon intention était de soustraire l'édifice à la comparaison ou au contraste avec les constructions environnantes et de déterminer au contraire son rapport spatial avec le paysage et l'horizon lointain. Un précédent projet de Botta illustre parfaitement l'idée de similitude. Dans sa maison de Pregassona, l'organisation du plan est la même qu'à Stabio, même faille verticale qui amène la lumière au sein de la maison, même distribution des éléments, même usage du plan. On vient donc de voir 5 catégories que j'appellerais 5 modalités de composition que nous ont léguées les modernes, sans que l'ensemble de ces modes soit toujours bien identifié par les historiens. On pourrait être tenté d'opposer ces innovations aux principes de l'architecture classique, mais ce serait faire l'erreur de croire que l'architecture ancienne, comme toute architecture passée, forme un bloc cohérent de règles auxquelles la composition obéit. On va pour cela examiner le cas du baroque, qui représente en lui-même un mode de composition tout à fait singulier. On entend généralement par baroque un style artistique qui s'étend sur tout le XVIIe siècle, caractérisé par une ornementation proliférante à la profusion des détails, auquel le qualificatif de baroque est attaché. Cette architecture est souvent moins perçue en termes de composition spatiale, qui est en fait une modalité de superposition des figures géométriques poussée à l'extrême, comme on peut le voir dans les églises de Borromini ou de Guarino Guarini. Cette superposition des figures dans l'espace permet une lecture plurielle de systèmes spatiaux concurrents dans différentes couches empilées ouvertes à l'interprétation. Il s'agit là du recouvrement d'espaces non congruents issus en ligne droite du maniérisme. Le procédé utilisé est certainement très rare dans l'architecture et cette modalité de superposition semble avoir été la base de l'architecture baroque où les figures géométriques se composent par addition. Il y a en commun la volonté de réconciliation des contraires, en vertu de laquelle un espace peut être à la fois rectangulaire mais centré, ou circulaire mais avec des angles marqués. Il s'agit, selon Jean Castex, alors pas le ministre mais l'autre, de la recherche d'un espace universel, synthèse idéale de tous les modèles de base. Si par exemple le modèle circulaire se définit par un caractère de continuité et de centralité, le modèle rectangulaire est, lui, discontinu, c'est-à-dire il y a 4 angles, et orienté ou allongé. Le problème posé est de savoir si l'on peut rendre un édifice circulaire aussi discontinu et orienté, ou, à l'inverse, si l'on peut donner à une salle rectangulaire quelques attributs de continuité ou y marquer un centre. Chez Borromini ou chez Guarini, le procédé consiste en un système d'addition où les propriétés des figures de base se cumulent en se complexifiant. On peut ainsi définir un système de composition par un ensemble de règles très sophistiquées comme dans le baroque, mais qui peuvent être aussi très simples. On peut en inventer à loisir. Voici un mode de composition basé sur seulement 3 règles simples. Premièrement, les dalles et les parois sont toujours des rectangles. Deuxièmement, ces pièces ne peuvent être altérées ni découpées. Troisièmement, on ne doit pas faire d'angle fermé. Vous voyez qu'avec des principes aussi élémentaires, on peut obtenir des compositions spatiales très élaborées. Donc, on a vu la place que prend la composition dans la fabrication de l'architecture, et en particulier quel a été l'apport de la modernité dans ce domaine. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Si l'on veut faire un état des lieux des tendances actuelles, pour un état présent de l'architecture, pour paraphraser Le Corbusier, suivi en cela par Jacques Lucan,
Il n'y a qu'à regarder les images déversées à jet continu sur Internet. Si on prend par exemple cette page épinglée sur Pinterest, on y voit profusion de plis, d'empilements et de masses creusées ou sculptées. Il faut comprendre que l'on vit aujourd'hui dans un monde d'images, un monde où l'image est prédominante au détriment du contenu, et c'est pourquoi toutes ces images ne sont que des illusions ou des apparences de plis, impression d'empilement ou de masse, alors que dedans ça sonne creux. Or, cette architecture de l'effet, de l'illusion et de l'apparence a toujours existé. Il faut se rappeler que beaucoup de modénatures de marbre à la Renaissance ou chez les Romains n'étaient en réalité que de la brique revêtue de stuc. Mais le monde a changé. Nous avons basculé dans un monde que les modernes n'auraient pu entrevoir, eux qui travaillaient de manière objective pour le progrès, pour un monde à construire ou à reconstruire, où la vision de la société gouvernait toutes les innovations de la forme. Dans un monde de l'image, seul compte l'apparence et l'appréhension globale du volume, support d'une communication. C'est pourquoi la composition, qui s'appliquait précédemment au plan pour générer les parties du tout, s'applique maintenant à l'ensemble. Composer des volumes et est-ce encore composer, ou le terme disposer ne conviendrait-il pas mieux? L'architecture étant un art d'imitation, surtout diffusé aujourd'hui par les revues, il faut savoir qu'il y a à l'origine de toutes ces tendances de véritables concepteurs, dont l'œuvre construite ou dessinée représente un véritable travail de recherche appliqué en architecture. Les protagonistes de ce vaste laboratoire de formes, pour n'en citer que quelques-uns, s'appellent aujourd'hui Alberto Campo Baeza, Fernando Muniz, Peter Zumthor, Alexandro Avarena, Christian Quérez, Erez Mateus, Sue Fujimoto ou Luciano Kruk. Alors j'en oublie beaucoup d'autres. On va maintenant faire l'inventaire de modes de composition qui émergent aujourd'hui, portés par les travaux de ces chercheurs que sont ces architectes, mais qui plongent leurs racines dans un passé bien plus ancien. Ici, les figures du pli. À ce propos, le philosophe Gilles Deleuze déclare dans son ouvrage éponyme « La division du continu ne doit pas être considérée comme celle du sable en grains, mais comme celle d'une feuille de papier ou d'une tunique en plis, de telle façon qu'il puisse y avoir une infinité de plis, les uns plus petits que les autres, sans que le corps se dissolve jamais en points ou minima. On pourrait distinguer comme type de pli l'enroulement, l'imbrication ou le simple pliage qui porte sur la continuité des surfaces. Le pliage, ou effet de pli, exprime la continuité des surfaces qui se déploient dans l'espace. Cette caractéristique peut se complexifier à l'infini jusqu'à donner à un édifice l'aspect d'une feuille de papier pliée. Pour dépasser l'effet visuel de la simple image et qu'un espace architectural puisse vraiment s'établir dans ces conditions, il a fallu attendre le début du XXe siècle et l'invention de la dalle en béton ferraillé pour qu'une paroi verticale et un plan horizontal se rencontrent dans une même nature. On trouve ce principe en germe, certes encore timidement, dans les réalisations de Rudolf Schindler. Le projet de la maison Bezot à Carthage de Le Corbusier est un précurseur dans l'idée d'imbrication de 2 U en coupe. Cette coupe est une des plus spectaculaires et des plus belles de l'architecture moderne. L'alternance d'espaces ouverts et fermés, suivant une coupe en demi-niveau, doit permettre une bonne ventilation interne. En tout cas, c'est l'argument de Le Corbusier. De la base au sommet de la maison, l'air circule ainsi librement. Après le plan libre et la façade libre, c'est la proposition d'une coupe libre dont les étages se développent en quinconce. C'est une des premières manifestations évidentes de la notion de pli dans l'architecture moderne, un projet basé sur l'imbrication dans l'espace de 2 figures en U qui s'interpénètrent. Une des catégories du pli est sans conteste l'enroulement, certes assez rare dans le domaine de l'architecture. On peut illustrer le principe de l'enroulement par ce projet de Le Corbusier intitulé « Musée à croissance illimitée ». Le principe fondamental de ce musée est d'être dessiné en spirale.
l'accès au niveau du sol se faisant par le milieu même de l'édifice, où se trouve la salle principale, destinée à quelques œuvres maîtresses. La spirale carrée qui part de là permet d'une rupture avec les circulations, extrêmement favorable à l'attention qu'on exige des visiteurs. Le musée pourrait ainsi se développer considérablement sans que la spirale carrée ait à jouer le rôle de labyrinthe. L'élément modulaire de 7 mètres environ de large et de 4 mètres environ de hauteur permet d'assurer une régularité impeccable d'éclairage sur les parois épousant la spirale carrée. Vous voyez ici ce dessin d'Henri Siriani. Henri Siriani, c'est un architecte péruvien qui a enseigné longtemps en France, dont j'ai déjà parlé, qui est peut-être un des spécialistes ou un des précurseurs des dispositifs en plis. Vous voyez sur cette image de ce bâtiment qu'il y a, en plus des poteaux, qui viennent aider la structure, parce que sinon les choses ne se portent pas d'elles-mêmes. Et le but, c'est pas un exploit technique pour lui seul, c'est aussi d'assurer un espace qui se développe dans le sens de la coupe, avec la continuité des surfaces qui l'accompagnent. Donc on peut, comme le montre ce dessin, rajouter si besoin est quelques poteaux. Ici un dessin toujours de l'architecte Henri Siriani qui nous dit que ce qui importe est de plier, même si l'espace contenu est utilisé comme une surface virtuelle frontale. Dès le moment où l'horizontale est égale à la verticale, on se trouve subitement à nouveau libre. La sous-face est plus qu'une surface, c'est un cadrage. Nous sommes à l'intérieur de l'espace. L'objectif est de faire qu'elle soit le reflet du sol, de pouvoir reproduire ses qualités. Cette maison de l'agence BAK, BAK, est située à Masazul, en Argentine, réalisée en 2014. Son enveloppe construite de seulement 2 matériaux, le béton et le verre, s'est avérée appropriée pour résoudre l'intégration avec le paysage et pour répondre aux problèmes formels, structurels et fonctionnels des espaces. La maison a été construite avec des dalles et des parois continues, en béton apparent, réalisées dans des coffrages en planches de sapin. Dans le projet, la nécessité de capter la lumière dans la forêt dense a conduit à concevoir la maison comme un semi-couvert, puis à le résoudre avec de grands percements résultant du pli, ce qui permet des vues de l'intérieur dans toutes les directions et de l'extérieur reflétant le paysage. On voit que le mobilier en béton participe à la logique du pli et on comprend avec cette image intérieure ce que signifie la notion de continuité des surfaces. Il s'agit donc d'une modalité d'agencement des figures à l'intérieur d'un dispositif, c'est-à-dire l'engendrement d'une catégorie d'espace particulier par un mode de composition spécifique, imbrication, enroulement, entrelacs. À partir d'un élément architectonique qui est l'équerre, figure majeure qui délimite, contient et oriente, une qualité d'espace continue et imbriquée peut être définie et contrôlée par la règle du pli. Cette règle, qui combine des ailes, des U et des manivelles, ou aussi des pliages plus souples et plus organiques dans certains cas, évite les dispositions qui interrompent et subdivisent les surfaces. Elle s'applique, sinon de manière littérale à l'espace produit, au tracé du plan et des coupes au sein du même processus de conception, mais elle peut aussi se concevoir globalement en maquette ou par l'infographie 3D. Mais comme l'exprime Hans van der Laan, un moine hollandais théoricien de l'architecture, à l'endroit où l'on extrait du sol un bloc de pierre apparaît forcément une forme spatiale qui, telle une matrice, correspond exactement à la forme massive de la pierre que l'on vient d'enlever. L'église Saint-Georges de Lalibela en Éthiopie est un édifice troglodyte remarquable qui illustre parfaitement l'idée d'une matière excavée. C'est une masse déblayée, une construction en négatif, où paradoxalement la figure de la croix qui résulte du plan fusionne avec la nature exprimée de l'écorce terrestre. En réalité, ce bâtiment n'est pas une construction, mais littéralement une soustraction. Pour comprendre l'idée de masse creusée, il faut regarder ces plans qui sont des plans de châteaux en Écosse, qui ont été relevés par Louis Kahn, et Louis Kahn s'est servi de ces modèles pour théoriser la notion d'espace servant, d'espace servi. Vous imaginez ce donjon avec des murs très épais, dans lequel on va trouver des escaliers, des échauguettes, des petites pièces de service,
au service de la grande salle qui est au milieu du donjon et qui est justement subordonnée à tous ces espaces de rangement de services dans les murs. Donc c'est de là que découle la notion d'espace servant, d'espace servi. Les termes de Walz de Peter Zumthor expriment une idée de masse, des blocs de pierre autour desquels l'eau qui sourd de la montagne se répand. C'est l'idée métaphorique que veut nous communiquer ce projet. Dans la manière dont les plans sont dessinés, Peter Zumthor a eu recours à une ancienne technique de rendu chère à l'école des beaux-arts, le poché. En haut, le plan nous montre la disposition des masses, qui sont en fait des colonnes creuses qui renferment les locaux de service. Mais en bas, le poché fait que l'on ne lit plus que le plein et le vide, qui est certes une représentation tronquée de la réalité, mais ô combien parlante sur la nature même de ce projet. Cette mode du poché s'est répandue ces dernières années. Ici, la coupe d'un projet de l'agence RS Mathéus qui suggère de la masse, en fait imaginaire, par une technique graphique. Ce n'est pas réellement de la masse, mais c'est la sensation de masse, de massivité qui cherche à nous être communiquée. C'est une substance conceptuelle massive d'où surgissent des espaces en creux. Ici, un bâtiment de cette agence qui nous montre une masse qui semble être creusée ou entaillée. Dans ce projet d'un hall de David Chipperfield, la masse est obtenue par la matière de la brique qui, dans la configuration des volets d'escalier, fabrique une épaisseur. L'église du Rédempteur à Tenerife, de Fernando Meuniz, est située sur un site encaissé, d'où elle émerge en imitant un groupe de rochers pour devenir un lieu symbolique. L'architecture imite l'irrégularité de la nature en faisant allusion à l'action du temps et du climat. L'ouvrage est un grand volume massif décomposé en 4 blocs irréguliers qui, justement comme s'ils avaient été divisés par un événement naturel, restent liés les uns aux autres, mais sont déplacés réciproquement en créant des fractures qui laissent entrer la lumière. C'est ici qu'interviennent les détails du projet qui dessinent avec attention les coupures dans le ciment, traçant les angles d'entrée de la lumière en fonction des heures de la journée. Ce qui apparaît extérieurement comme un complexe rocheux s'avère, en entrant, l'antre d'une grotte où les parois sont brutes et bouchardées, suite à l'effet des lapillis. Le sens de cette architecture est évident. Une véritable recherche en architecture pourrait se donner comme objectif d'approfondir cette question en rendant compte des dispositifs et des figures qui s'attachent à l'idée de masse. L'opération de creusement étant bien sûr une opération imaginaire, la nature profonde de l'architecture étant métaphorique et analogique. Le travail de recherche de l'architecte Anaïs Kerdaon, basé sur de petites maquettes en plâtre, a pu faire apparaître des figures du creux que l'on peut alors caractériser et nommer, tels que le puits, la faille, la niche, l'encoche, l'interstice ou encore la crevasse, caractéristiques génériques d'espace que l'architecture se propose d'habiter. Une autre figure qui conditionne aujourd'hui l'image de certains bâtiments est celle de l'ossature. Généralement, la structure constructive ne constitue pas une figure en elle-même. C'est souvent un système de dalles, de murs, de piliers porteurs ou à ossature non perçue dans sa globalité. Dans le cas d'un système poteau-poutre, la correspondance de la structure avec la grille ou la trame s'apparente à la toile de fond sur laquelle s'inscrivent et se déclinent les différentes figures. L'ossature, ou le squelette, est généralement destiné à rester caché au sein de l'édifice, et c'est par la ruine ou l'inachèvement que la structure se dévoile, fabriquant par là même sa propre architecture. La sculpture de Sol-Levitt représente une nappe d'ossature pouvant s'étendre à l'infini, non un objet, mais le squelette de cet objet dont la substance serait indéterminée. Ce squelette prend la valeur d'un jeu d'espace, avec des rapports de proportion et de répétition, sans référence à la moindre échelle de mesure. Prises telles quelles, les structures de Levitt tiennent lieu d'objets architectoniques qui se conçoivent pour eux-mêmes sans attendre le complément qui leur serait nécessaire pour représenter quelque chose. Si l'on remonte dans l'histoire de l'architecture,
On trouve dans certains temples au Japon des charpentes en bois qui font figure d'ossature et qui remplissent l'espace par leur seule présence physique. Il s'agit de la représentation d'un espace sacré, car discret et non continu, fait de cubes d'espace unitaires qui s'agrègent dans leur propre structure. Ici, l'ossature est une figure révélée. Tadao Ando a repris dans certains de ses projets ce principe d'ossature qui remplit et encombre littéralement l'espace, dimensionné au-delà du nécessaire. La grille structurelle, matérialisée en tant qu'ossature, est donc utilisée dans beaucoup de projets actuels, comme ici le bâtiment de Cab à Saclay. Ce principe structurel, relié abstraitement à un système géométrique et constructivement à un procédé, l'ossature poteau-poutre, installe les éléments du projet à partir de logiques d'obéissance par rapport à la grille. On décèle aujourd'hui une tendance à l'empilement dans les projets. La construction consiste dans une large part à empiler des matériaux, comme les pierres ou les briques dans un mur. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'empilement, il faut que ça se voie. Il s'agit de créer une image spectaculaire des volumes reposant les uns sur les autres, si possible en équilibre instable. Ce projet de l'agence Herzog et de Meuron à Vancouver illustre cette tendance. On voit tout de suite que ces boîtes en bois superposées sont totalement improbables constructivement. Il s'agit d'une image, d'une illusion d'empilement pour créer une forme architecturale, si possible spectaculaire. Mais on pourrait se demander, qu'empile-t-on pour créer cet effet ? On a vu que le véritable acte d'empiler des éléments nécessite une certaine échelle pour que ça se voie. Alors tout d'abord, on peut empiler des programmes, superposés les uns sur les autres. C'est une manière de composer un bâtiment sans passer par des considérations de convenance d'ordre ou d'articulation, qui est d'empiler des fonctions programmatiques qui résultent d'un organigramme, lui-même transformé en diagramme, et ensuite réalisé dans le sens le plus littéral possible. C'est une méthode de projet chère à Loma de Remkoulas, qui l'a mise à la mode et qui permet des stratégies de projet se voulant les plus avant-gardistes possibles. On peut aussi empiler des étages, comme ici. C'est un immeuble au Brésil datant des années 60. Alors comme quoi cette mode était déjà présente depuis un certain temps, mais elle s'est accentuée. Ici, le procédé est grossier, mais produit son effet. Il s'agit d'un truc jouant sur la géométrie et le débord des balcons filants. On peut également superposer des blocs, des masses qui paraissent compactes et créent un effet saisissant de gravité et d'équilibre instable. Ici, un immeuble au Chili du Prixer Alexandro Avarena. Mais, vu de l'intérieur, l'artifice se dévoile. On continue à empiler, mais ce ne sont plus les mêmes éléments qu'on empile. Deux images d'empilement sans continuité, où la rhétorique de l'image et du concept l'emporte sur la réalité construite. Et que dire de ce bâtiment d'Eres Mateus, si ce n'est que l'artifice n'est même pas dissimulé, puisque ces blocs s'attachent à ne pas reposer les uns sur les autres, mais dans un décalage improbable qui fait tout l'intérêt visuel de ce projet. À partir d'empilements réels, ici une palette de matériaux ou le contrepoids d'une grue, l'architecte Eduardo Sutomura a identifié un principe constructif récurrent qui peut être vu comme la base ou le degré zéro de toute construction. Principe réel qu'il transforme en image dans un projet d'immeuble tour à Porto. Mais avant de rejoindre le monde de l'illusion qui est propre à notre époque, il faut bien admettre que l'empilement est bien une figure archaïque de l'architecture, porteuse de sens, l'idée d'empiler de lourdes pierres pour rivaliser avec la nature, à l'origine de l'art monumental, comme par exemple ici ce dolmen. Le sculpteur Fritz Wörtruba réalisa, en 1975, cette spectaculaire église à côté de Vienne en Autriche, avec des blocs de béton superposés. Ou ici, plus proche de nous, ce conservatoire de musique à Saint-Jacques-de-Compostelle, dû à l'agence d'architecture Ensemble Studio. En pierre massive, qui semble tout juste arrachée de la carrière, il ne s'agit plus d'illusion,
mais d'un véritable mode constructif, sans trop de tricherie, mais qui s'attache également à produire une image forte d'une figure rhétorique de masse et de creux. Alors il ne faut pas confondre l'idée d'empilement avec ce que j'appellerais la stratification horizontale. Dans l'empilement, les blocs et les volumes reposent les uns sur les autres. Ici, sur ce thème, c'est plutôt des blocs horizontaux, séparés par du vide, comme un peu l'idée du millefeuille, qui flotte librement dans l'espace ou semble flotter librement dans l'espace. Un bel exemple de ce type de composition, c'est l'immeuble de David Chipperfield à Valence pour la Fédération de voile. Là, on voit des plateformes, des dalles extrêmement épaisses qui sont simplement juxtaposées horizontalement par une couche de vitrage ou de vide. Donc l'idée d'installer comme ça des plateaux superposés qui semblent flotter, c'est ce que j'appelle cette idée de stratification horizontale. Et j'aimerais y voir comme origine l'architecture de Frank Lloyd Wright. Ici, la célèbre maison sur la cascade, où on voit ces balcons en porte-à-faux sur le vide qui viennent coiffer la cascade. Et là, j'en profiterai pour ouvrir une parenthèse, parce que jusqu'à maintenant, on a vu des images de forme. On pourrait se demander, mais pourquoi tout cela? Pourquoi font-ils cela? Ce qui est important dans l'architecture, je crois, c'est le sens des choses. C'est l'idée d'habiter un lieu, d'habiter un site particulier, et quel magnifique exemple que cette maison sur la cascade, qui est en même temps exceptionnelle. Comment habiter une cascade? Comment cet élément naturel devient l'élément principal d'une architecture? La réponse de White est magistrale, puisqu'il s'agit juste de la coiffer par des éléments horizontaux qui viennent compléter cette cascade, et l'idée d'habiter le sommet de la cascade qui devient bâtiment, qui devient édifice. Donc on voit qu'un procédé de composition va être utilisé ici au service de quelque chose, c'est-à-dire au service d'une idée supérieure qui est de fabriquer un lieu ou de fabriquer un site. On pourrait continuer à passer comme ça en revue tous les modes de composition décelés dans la pratique contemporaine. Ça, c'est un travail en suspens qui reste encore à effectuer. À ma connaissance, personne n'a jamais vraiment théorisé sur ces nouveaux modes de composition. Ce tableau ici reprend un peu l'ensemble, enfin une partie de l'ensemble des figures et des possibilités compositionnelles qui se déclinent à partir d'éléments de base. On pourrait comparer ce tableau au tableau périodique des éléments de Mendeleïev, un peu comme étant les briques de base ou l'ADN des projets. Je fais vite qu'esquisser quelques types de compositions que je n'ai pas abordés. Ici, le pavillon d'Aldovanek, la fondation Köhler-Müller en Hollande, c'est l'idée de murs parallèles, donc le thème de la travée. Travée qui, à partir de boursouflures ou de distorsions, va permettre de fabriquer des espaces d'exposition. Autre type de composition présent dans ce tableau, c'est l'idée d'inclusion, ce qu'on appellerait l'idée de la boîte dans la boîte, des poupées russes, thème extrêmement contemporain de l'architecture qu'on va retrouver décliné dans un certain nombre de projets. Certains modes de composition contemporains n'ont pas encore été vraiment tout à fait explicités ni tout à fait identifiés. Par exemple, ici, le travail de Daniel Libeskind. Vous voyez en plan une composition basée sur des lignes brisées qui s'articulent ou s'interpénètrent et une vue dans l'espace d'un de ces bâtiments. On sent bien derrière, où on suppose un procédé et des règles qu'il s'agirait encore de mettre à jour pour voir si ce type de composition rentre dans l'architecture comme quelque chose de disponible pour faire des projets. Pour moi, s'en tenir à l'inventaire des modes actuels serait futile. Il s'agit plutôt d'établir et d'étendre la notion de composition à toute l'architecture passée et future pour en tirer un savoir disponible, contribution à la discipline architecturale.
On peut se demander si le terme de composition convient encore au vu du large éventail de projets divers que l'on vient d'évoquer, s'il n'est pas trop restrictif pour balayer tout le champ du domaine de la forme. J'avais évoqué au début le terme de disposition, déjà présent chez Vitruve, est préférable à celui de composition pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Il faut récapituler les éléments de définition qui ont été utilisés jusqu'ici. L'architecture est composée d'objets nommés figures. Les figures s'agencent dans le projet pour fabriquer des dispositifs plus ou moins complexes. L'ensemble des principes qui régissent l'assemblage des figures au sein des dispositifs sont les modes de composition. Alors, si l'ensemble du processus s'appelle disposition, l'architecture comme art de la disposition, il existe une autre manière de différencier les deux termes, c'est-à-dire composition et disposition. Disposer des éléments sur un plateau, c'est un peu comme mettre la table. Les couverts gardent leur intégrité et ne se dissolvent pas dans le plan de table. Comme le montre ce projet de maison de John H. Duke, les figures qui le composent, soit des figures primaires de la géométrie, gardent leur autonomie et leur intégrité. C'est ce que l'on observe par exemple dans les figures d'empilement. A l'inverse, dans ce plan dû à Richard Meyer, des différentes figures qui le composent, en fait ce sont à peu près les mêmes que dans le projet précédent, se déforment et se dissolvent au profit d'un tout composé. C'est peut-être là la différence entre ces deux termes. Alors, pour conclure, si la composition se définit comme l'acte de concevoir un édifice selon des règles, d'où viennent ces règles ? Une grande partie de l'histoire des théories en architecture a été de disserter sur l'origine de ces règles, soit origine naturelle, comme dans la pensée du XVIIIe siècle, ou issue des sciences et techniques, comme à l'aube du mouvement moderne. On a pu voir que ces règles peuvent être, dans des cas extrêmes, totalement arbitraires et s'enchaîner dans un processus dont l'objet architectural en est l'expression d'un moment, comme ici, dans les projets des maisons de Peter Eisenman, conçus dans les années 70. C'est peut-être ici l'approche ultime de l'idée de composition.